Nous avons le grand plaisir d'être au rendez-vous de votre émission L'œuvre du jour, émission déroulée par la GTV. Et l'honneur nous revient de recevoir un invité, un écrivain, un romancier, un dramaturge, mais également un éditeur, M. Pape Samba Badji, à qui nous disons bienvenue à l'émission L'œuvre du jour. Monsieur Badji, nous vous donnons la parole pour votre présentation et que vous puissiez nous expliquer un peu tout ce que vous avez eu à écrire en termes de romans, de pièces de théâtre. Monsieur Badji, vous avez la parole. Merci Mandiaye, monsieur Ndiaye. Je me permets de l'appeler Mandiaye parce qu'on se connaît depuis qu'on était tout jeune. Adolescent, je devrais dire, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'on se connaît. Je devrais dire. Tout à fait. Voilà, donc si je l'appelle Mandiaye, vous m'excuserez, mais je devrais l'appeler monsieur Ndiaye. Parce que c'est un enseignant et nous avons beaucoup de respect pour les enseignants. Merci également aux élèves du groupe scolaire Serigne Saliou. Donc je m'appelle Pape Samba Badji. C'est écrit sur le livre, donc tout le monde le sait. Je suis né et j'ai grandi à Dakar. J'ai été élève à Cerf-Volant qui s'appelle maintenant IMA. Et j'ai fait les cours moyens, je pense que ça s'appelle comme ça, au lycée Van Gogh. Le lycée Van Gogh s'appelle maintenant la Mine Gueye. Ensuite, le lycée, je l'ai fait au lycée Seydina Limamou Laye. Je pense que nous faisons partie de la première génération du lycée Limamou Laye. Je n'ai pas fait de très grandes études. Juste après le lycée, je pense que je suis allé à l'Institut supérieur africain pour le développement de l'entreprise. Et j'ai une formation de spécialiste en développement communautaire. Et pendant des années, j'ai été coordinateur de programmes dans des ONG, dans les programmes du gouvernement du Sénégal. Mais la vocation d'écriture, je pense que je l'ai eu au lycée. En seconde déjà, je pense en seconde, j'ai participé à un concours qui s'intitule, et c'était organisé par Radio France Internationale, qui s'intitule Concours de la meilleure nouvelle de langue française. La nouvelle également, c'est un genre littéraire très compliqué, parce que ce roman fait 220 pages. Mais ce roman, je peux l'écrire sous forme de nouvelle. Mais si j'écris ce roman sous forme de nouvelle, il ne devrait pas dépasser 15 pages. Voilà à quel point le roman est difficile. C'est pourquoi je pense que dans les lycées et dans les examens, les élèves évitent de prendre le résumé. Parce que le résumé, c'est très technique. Or, la nouvelle, c'est un résumé. C'est une histoire qu'on peut résumer en 10 ou 15 pages. Et quand j'ai participé à ce concours, à l'époque, il n'y avait pas Internet, j'ai reçu une lettre de la direction de RFI qui me félicite et me dit que votre nouvelle est arrivée en finale. Parmi les 100 qui sont arrivés en finale, il y avait plus de 3000 participants à travers toute l'Afrique. Je pense que cette lettre-là, moi, je l'ai gardée pendant des années comme une relique. Parce que, étant jeune lycéen, je considérais que, quel que soit par ailleurs l'issue du concours, moi, j'avais déjà gagné. Donc, je n'ai pas gagné, mais je considérais que le fait de faire partie des 100 meilleurs parmi plus de 3000 participants à travers toute l'Afrique, c'était déjà trop pour moi. Et ce roman, cette nouvelle, je l'ai également soumis à un concours de l'Institut français et il a gagné le premier prix. Pour dire à quel point c'était bien écrit. J'ai également gagné un prix de la nouvelle Fagaru. Fagaru, c'est un journal d'un parti politique. Et ils ont organisé un concours de nouvelles et j'ai également gagné le premier prix. J'aimais gagner les prix. J'avais encore l'esprit de l'élève. Un élève, c'est quelqu'un qui aime les prix. Et bizarrement, à chaque fois que je gagnais un prix, et qu'on me remettait le prix, parce qu'il y a également le prix de la Fondation Léopold Sédar Senghor,
À chaque fois qu'on me remettait un prix, il y avait un grand écrivain qui était toujours invité, qui s'appelle Maodo Bafal. Bon. Une fois, deux fois, trois fois, et il me reconnaît, il me dit, mais bon, pas une concours de l'activité pour moi. Et il m'a donné le courage, parce qu'en réalité, les gens, parfois, ils n'ont pas le courage de présenter leur œuvre à un éditeur. Et j'ai eu le courage de présenter mon premier roman à un éditeur qui s'appelle L'Entête Talibé, un éditeur qui est en France. Donc le roman L'Entête Talibé est sorti. Donc c'est le premier roman que j'ai fait sortir et qui a été édité en France. Ensuite j'ai continué et j'ai écrit La mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est une pièce de théâtre. Parce que également je considère que le théâtre est une forme littéraire qui permet à l'écrivain de faire participer le lecteur et le spectateur. J'ai également écrit Le Fils, qui est un roman qui a été édité au Sénégal. Parce que la mauvaise conscience a été éditée par Groupe Édition, qui est une maison d'édition dont le directeur est Maodo Bafal. Le Film et la Fontaine, c'est un recueil de nouvelles édité par les nouvelles éditions africaines. J'ai écrit également, bon, je parle des œuvres qui ont été publiées, qui ont été éditées par une maison d'édition. Le Banquet des démons, qui est une pièce de théâtre assez politique, édité par Édition. Et le dernier roman que j'ai écrit s'intitule La femme du démon. Voilà. Donc en plus de cela, en plus de mes activités, je pense que j'ai essayé de faire en sorte que le livre soit accessible aux lecteurs, que le livre soit accessible aux élèves, que le livre soit accessible aux citoyens. Et pour ce faire, je pense qu'il faut beaucoup de promotion, il faut parler beaucoup de livres. Et c'est dans cette optique qu'avec des amis écrivains, nous avons mis en place ce qu'on appelle la Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal. Et lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue au siège de la CSA, les camarades, les confrères, parce que dans le monde du culte, on parle de confrères, ont considéré que je pouvais diriger cette association. Et ils m'ont nommé président de la Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal. Et depuis ce temps, nous n'avons de cesse de vulgariser le livre, de faire en sorte que les élèves et les étudiants soient en contact direct avec les écrivains, soient en contact direct avec le livre. Et que l'électronique ne tue pas le livre papier. Voilà, brièvement, je ne sais pas si c'est bref ou non, ma présentation. Merci, M. Badji. Voilà, un parcours très riche. M. Badji, qui est romancier, il est dramaturge. On voudrait savoir, vous êtes plus à l'aise dans les pièces de théâtre, dans les romans ou les nouvelles, M. Badji? Bon, j'ai démarré par la nouvelle. La nouvelle qui est assez compliquée. Mais je dois dire que j'aime plus le théâtre qu'autre chose. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi dans la présentation, je n'ai parlé que des livres qui sont édités. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'écriture dramatique parce que le théâtre fait participer le lecteur. Le théâtre, on ne se contente pas de le lire, mais également on le vit en direct. Et je pense qu'après la lecture, le fait de vivre en direct le livre qu'on a lu, je pense que ça nous donne encore beaucoup plus envie de participer aux événements qui sont racontés dans le livre. Mais je suis également à l'aise dans le roman. Parce que, en fait, moi, je ne suis pas poète. Je ne suis pas poète. Et à chaque fois que j'écris un roman, j'essaie, dans la mesure où mon talent me le permet, d'écrire en prose. Ça veut dire quoi? D'être le maximum possible poétique. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de ça. Oui, M. Badji, Pape Samba, pour revenir à votre roman La femme du démon, œuvre sortie
si je ne m'abuse, en 2018, vous avez, il me semble, peint la société sénégalaise. Et c'est un roman qui parle un peu de la société, mais qui parle de la politique. Monsieur Badji, pourquoi ce thème sur les hommes politiques dans La femme du démon? Merci, Kouyaï. En fait, vous savez, l'écrivain n'est pas quelqu'un qui est en dehors de la société. Nous participons aux événements de la société. Nous sommes dans la société. Nous subissons le coût de la vie également. Et que, en toute chose, que ce soit politique, sociale, religieuse, je pense que l'écrivain a son mot à dire. Et nous sommes arrivés en 2018 dans un contexte où il fallait faire un choix. Et chacun devait dire le choix qu'il a fait et pourquoi il a fait le choix. Même si un choix politique, on a besoin de s'en expliquer. Et j'ai essayé, dans ce roman, qui est un roman politique, mais pas seulement politique, d'alerter les électeurs. Parce que voyez-vous, il y a tellement de manipulations que les gens font aux électeurs. Les gens peuvent se lever et dire que je vais voter pour Moussa. Mais en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'on leur a suggéré de voter pour Moussa. Il y a des forces occultes, il y a des forces politiques, il y a des forces communicationnelles qui incitent généralement les gens à voter pour tel ou tel candidat. Et c'est d'ailleurs pourquoi, et c'est assez bizarre au Sénégal, les gens votent pour quelqu'un en masse. 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, on se rend compte que beaucoup de ces gens qui avaient voté pour Moussa ont commencé à regretter le choix. C'est parce qu'en réalité, en faisant le choix de voter pour Moussa, ils n'avaient pas analysé les paramètres qu'une force supérieure leur a peut-être suggéré de voter pour Moussa. Autre chose, les politiciens au Sénégal, comme partout dans le monde, ne sont pas des cheveux-humains, ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des gens qui sont déterminés à prendre le pouvoir et qui sont prêts à tout pour prendre le pouvoir ou bien pour conserver le pouvoir. Et dans ce livre, on se rendra compte que les gens peuvent aller à des limites que personne ne peut imaginer, soit pour gagner le pouvoir, soit pour conserver le pouvoir. Et je pense qu'il y a même des passages dans ce roman que je voudrais lire. Je ne sais pas si c'est permis. Donc je pense à la page 94. À la page 94. Parce qu'en fait, pourquoi nous sommes en face d'enfants. Et au Sénégal, on a souvent tendance à dire que durant la période des élections, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a des enfants qui disparaissent. Il y a des gens qui perdent leur tête. Les acteurs également sont en danger. Mais pourquoi? Voilà donc. Il avait partagé la peine de la famille et du quartier. Participé à la prière pour le repos de la défunte. Il avait suivi l'imposant convoi qui l'accompagnait à sa dernière demeure. Il avait assisté à son enterrement et avait jeté comme les autres une poignée de sable dans la tombe. Il avait répété avec les membres des formules censées ouvrir les portes du paradis. Et maintenant seul, sans conscience pour lui faire une quelconque objection, sans état d'âme pour le retenir, il s'activait à la déterrer afin de lui couper la tête et de lui voler son linceul. Après l'avoir remonté à la surface et déchargé pour son linceul, il comprit pourquoi le mari de la défunte avait été inconsolable. La morte avait des formes franchement généreuses. Un moment, il sentit une envie de traverser pour le corps, mais il s'est repris bien vite.
il n'avait vraiment pas le temps pour ces sensations-là. Vous voyez, ça veut dire quoi? Maintenant, vous allez au cimetière de Pékin. Il y a des barbelés comme au camp militaire. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, les tombes ont été profanés. Les gens qui viennent au cimetière pour décréter des morts, leur couper la tête ou bien leur couper le membre. Les gens le font à début politique, mais également on peut considérer qu'ils sont des francs-maçons. Parce qu'en écrivant ce livre, j'ai également fait beaucoup de recherches sur la franc-maçonnerie. Et j'ai compris qu'il y a plusieurs formes de franc-maçonnerie. Il y a ce qu'on appelle les adeptes lucifériens, des gens qui sont des adeptes de la messe noire et qui considèrent Satan comme étant leur maître suprême. C'est des gens qui, une fois à l'année, se regroupent dans un pays, généralement dans un pays. Ils font ce qu'on appelle le rapte d'enfant, qu'ils torturent jusqu'à la mort. Je ne sais pas dans quel but, mais c'est une réalité. Et ils se débrouillent toujours pour que leur méfait, qu'on en accuse les politiciens. Donc, c'est pourquoi, en fait, j'ai pour dénoncer les actes mafieux. Également, pour que les gens se rendent compte que parfois, ils votent pour quelqu'un, ils ne savent même pas pourquoi ils ont voté pour eux. Voilà. Oui, M. Badji, à vous lire, on a peut-être tendance à penser que vous avez une parentalité intellectuelle avec Sembène Ousmane. N'êtes-vous pas inspiré par Sembène Ousmane qui également peut-être a les mêmes procédés que vous en, disons, faisant une peinture de la société sénégalaise? En fait, je pense qu'Ousmane Sembène, tout le monde l'aime. Qu'on le lise ou qu'on ne le lise pas. Parce qu'il a un parcours atypique. C'est quelqu'un qui n'a pas terminé l'école, qui s'est battu tout seul, qui s'est formé tout seul. On appelle ça un autodidacte. Et à l'époque de la colonisation, je pense qu'il a eu le courage de s'attaquer frontalement au colonialisme. Et après l'indépendance, à l'époque où nos colons étaient des gouvernements néocoloniaux. Ça veut dire quoi? Un gouvernement néocolonial. Un gouvernement qui est dirigé par des Africains, mais qui font tout pour mettre en place les intérêts des anciens colons. Et il s'est également insurgé contre ces gouvernements en Afrique. Et également, je pense qu'il a été le premier à s'intéresser au cinéma. Et si vous allez à Ouagadougou, je pense que Sembène Ousmane est vénéré. Parce que c'est lui qui a mis en place les FESPACO. Et c'est le FESPACO qui a permis à Ouagadougou d'être connu à travers le monde entier. Donc Sembène Ousmane, je pense que je l'ai beaucoup lu. J'ai lu, je pense que tous ces livres. Et forcément, on est influencé par ces lectures. Il faut le reconnaître. Chers internautes, nous sommes dans l'émission Œuvre du jour avec M. Pape Samba Badji, écrivain, dramaturge, que nous avons l'honneur de recevoir ici dans l'établissement Serigne Saliou. Nous allons marquer une pause pour les besoins de la publicité et revenir sur l'antenne, terminer avec